Les séances plénières de l'Assemblée nationale, ce sont des séances publiques, c'est-à-dire ce sont des réunions. Ce sont des réunions. C'est à l'issue de ces réunions où l'on vote les lois. Cette salle, c'est la salle des séances plénières. Pourquoi plénière? Parce que, comme l'a dit monsieur, c'est ouvert au public. Les places que vous voyez en haut, en forme de stade, là-bas en haut, qu'est-ce que c'est? C'est ça l'intérêt des visites pédagogiques. Les places que vous voyez en haut, c'est des places réservées au public. Vous avez l'habitude de voir cette salle à la télé, au niveau des chaînes de télévision. Hein? Aujourd'hui, vous êtes les propres acteurs. Aujourd'hui, vous êtes les députés. Hein? J'ai même aujourd'hui le gouvernement au complet et j'ai aussi le cabinet du président. Hein? En général, c'est la sécurité qui est là-bas. Hein? Il y a le colonel. Aujourd'hui, on a un colonel. Hein? On a tous les gens qui accompagnent le président de l'Assemblée nationale. Ils sont là-bas. Donc, le colonel qui est au niveau du 4e, c'est lui qui a la sécurité du président de l'Assemblée nationale. Hein? Et nous avons une police intérieure qui garantit la sécurité de l'institution. Donc, tous ces gens-là se mettent là-bas. Donc, j'ai même aujourd'hui des membres du cabinet, des membres de la sécurité au niveau de l'hémicycle. Donc, tout ce que vous voyez à la télé aujourd'hui, vous le vivez de manière pratique. Et c'est ça l'intérêt des visites pédagogiques qui sont des visites pratiques. Désormais, vous n'aurez plus le droit de faire des approximations parce que, comme l'a dit tout à l'heure le directeur des services législatifs, entre la théorie et la pratique, il y a un grand fossé. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité, par cette visite pédagogique, de vivre la vie de l'Assemblée nationale, la vie des assemblées parlementaires. C'est une institution très solennelle. Moi-même qui travaille ici, je ne me suis jamais permise de m'asseoir à ces places-là, c'est interdit. Parce que c'est une salle solennelle. Cette salle s'appelle salle des séances plénières, mais aussi cette salle s'appelle hémicycle. On définit l'hémicycle comme une grande salle ovale en demi-cercle où se déroulent les grandes réunions de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les séances plénières de l'Assemblée nationale. Dans toutes les assemblées parlementaires du monde, vous trouverez une salle comme ça, qu'on appelle hémicycle. C'est là, ici, où on vote toutes les lois. C'est ici où on vote toutes les lois. Les députés sont là. En face, il y a les membres du gouvernement, c'est-à-dire les ministres. Aujourd'hui, on a le ministre de l'Éducation. Comme il s'agit donc d'une université, ou bien d'université, il dit chaud, parce que c'est ça l'intérêt des visites. Vous êtes les députés, lui, il est le ministre de l'Éducation. À côté du ministre, il y a toujours le ministre. C'est qui ce ministre-là qui est toujours là? Du travail, de l'emploi et des relations avec les institutions. L'appellation qui nous intéresse ici, c'est les relations avec les institutions. C'est ce ministre, qui est l'actuel ministre, M. Abbas Fall. Donc c'est lui qui est le lien entre l'Assemblée nationale et l'exécutif. C'est lui qui est le lien entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Il est toujours à côté du ministre qui est convoqué. Et derrière, nous avons tout un pléthore d'experts des collaborateurs du ministre. Parce que le ministre, c'est un politique. On lui pose beaucoup de questions, dans divers domaines. Donc, c'est les gens que vous voyez là, des experts qui sont très outillés, qui sont des gens de nombre, comme nous les fonctionnaires parlementaires, et qui assistent le ministre dans ses réponses. Les députés, ils posent des questions auxquelles le ministre est appelé
répondre. C'est ça l'exercice du vote. C'est ça la procédure législative. Les députés, ils posent des questions sur la base, tout à l'heure, on va expliquer, sur la base d'une liste, et après, il y a une liste d'orateurs, c'est-à-dire tous ceux qui veulent poser des questions vont s'inscrire sur une liste d'orateurs. Et après avoir épuisé la liste d'orateurs, le président de l'Assemblée donne la parole au ministre qui va répondre sur toutes les questions posées. Si les réponses ne sont pas satisfaisantes, la loi organise, le règlement intérieur organise un deuxième tour. Les députés, les orateurs qui avaient posé des questions au premier tour vont préciser leurs questions au ministre. Quand ils auront fini le deuxième tour de parole, le ministre va répondre. Après un deuxième tour de parole, s'ils ne sont pas satisfaits, il y a un troisième tour de parole et ce sera le dernier tour. Si les questions sont finies, le ministre doit répondre. Ça, c'est le dernier tour de parole, 3 tours de parole. Donc ça, c'est l'exercice de questions-réponses donc, dans le processus de vote de la loi. C'est après le dernier tour de parole que le président va soumettre le projet de loi au vote. Le ministre, quand il vient ici, il a un document. Quand il vient à l'Assemblée nationale, il a un document qu'on appelle... Comment s'appelle votre document, monsieur le ministre? Là, je suis député et je pose la question. Comment s'appelle votre document, monsieur le ministre? Non? Le ministre, il répond aux questions. Il ne donne pas le micro. Ah, ça mon... Comment s'appelle votre document? Non, les experts, ils écrivent et ils vous donnent. Mais c'est vous qui répondez. Monsieur le ministre, vous avez 0. Comment s'appelle le document du ministre? Très bien, un projet de loi. Le ministre, quand il vient à l'Assemblée, il vient avec un document physique qu'on appelle un projet de loi. C'est-à-dire c'est à l'étape de projet. Ce n'est pas encore une loi. C'est après le vote que ça va devenir une loi. Vous venez ici, vous présentez votre projet de loi. Mais ici, cette salle qui s'appelle hémicycle, ou salle des séances plénières, c'est la dernière phase du vote de la loi. C'est le dernier processus, de la procédure législative. C'est-à-dire, la procédure législative, c'est tout le chemin que va faire le projet de loi, depuis le gouvernement, depuis sa conception jusqu'ici. Projet de loi, c'est-à-dire le gouvernement. Le document quitte le gouvernement. Il vient à l'Assemblée. C'est le secrétariat général du gouvernement qui vient au niveau de la direction des services législatifs. En pratique, en théorie, on dit le projet de loi est déposé sur le bureau du président de l'Assemblée nationale qui va l'imputer à la direction des services législatifs. Et ça, c'est le point de départ. Je parle aux juristes, c'est le point de départ de la procédure législative. C'est-à-dire le secrétariat général. Le secrétaire général, il est toujours là. C'est le monsieur là que vous voyez, toujours à côté du président. C'est un fonctionnaire parlementaire. Parce que le président, lui aussi, il a à son côté un expert qui est fonctionnaire de l'administration, qui est outillé, qui est là et qui va l'aider donc dans sa fonction de présidence. Comme le ministre avec ses collaborateurs, comme les députés avec l'administration parlementaire, le président a toujours à ses côtés le secrétaire général de l'Assemblée nationale ou bien le secrétaire général adjoint, qui sont outillés en pratique parlementaire, parce que c'est une procédure. Et il y a un règlement intérieur, Madame Ndiaye, le règlement intérieur de l'Assemblée. Voilà. Donc ça, c'est la charte de l'Assemblée nationale. On va vous montrer. Donc ça, c'est la charte de l'Assemblée nationale. C'est là où sont déclinées toutes les procédures. Toutes les procédures sont prévues ici. On n'invente rien. C'est une loi organique qui précise les dispositions de la Constitution. La Constitution qui est la loi fondamentale, qui est en dessus de tout. Mais on a une loi intérieure qu'on appelle le règlement intérieur, qui a été érigé au rang de
loi organique et qui précise les dispositions de la Constitution. Donc c'est dans ce règlement intérieur où toutes les procédures sont prévues. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on voit en réalité à la télé, c'est la dernière phase de la procédure législative, c'est-à-dire les séances plénières. Mais en réalité, le projet de loi, quand il vient à l'Assemblée, comme je l'ai dit, imputé au secrétaire général de l'Assemblée, qui va l'imputer à son directeur des services législatifs. Parce que le service législatif, c'est le service qui enrôle les projets de loi et les propositions de loi. C'est un service juridique. Il n'y a pas que les juristes qui sont là-bas, comme l'a dit tout à l'heure Tchernon. Il y a beaucoup de profils, parce qu'on se complète. Il y a des juristes, il y a des littéraires, il y a des chercheurs. Et c'est ça qui fait... comment ça s'appelle? C'est ça qui fait le charme, je dirais même pas le charme, mais c'est ça qui fait en fait... voilà. Bon. C'est un service multisectoriel, hein? C'est un service multidisciplinaire, je dirais multidisciplinaire, hein? Où on a toutes les compétences. Parce que le projet de loi, déjà, doit être traduit en bon français. C'est du français d'abord. Hein? Coup d'égout français, do ay mathématiques, coup d'égout français, do ay droit. La base, c'est le français. Quand on est bon en français, on est bon dans toutes les matières. Hein? C'est un secret. Moi, je vous le dis, mon papa me disait, j'avais toujours de très mauvaises notes en mathématiques. Je n'aimais même pas les maths. Je n'aimais même pas les maths. Au bac, pour ne pas avoir 0, j'ai eu 1. Je n'ai pas honte. Et pourtant, j'ai eu bac d'office. Parce que oui, je n'aimais pas du tout les maths. Mais mon papa, pour m'intéresser aux maths, il me dit, Mme Lissa, pour être un bon mathématicien, il faut être un bon littéraire. Pour être un bon mathématicien, il faut être un bon littéraire. J'étais très bonne dans les matières littéraires, mais je n'aimais pas du tout le maths. C'est des choses qui arrivent. Je n'aimais pas du tout le maths. Donc, pour ne pas avoir 0 en mathématiques, on m'a donné 1. Mais j'ai eu d'office parce que j'étais très bonne ailleurs. J'avais beaucoup de meilleures notes ailleurs. Donc, pour être bon partout, il faut être un bon littéraire. Donc, le projet de loi, il doit être articulé en bon français. On n'a aucun, comment ça s'appelle? On n'a pas le droit de toucher à un projet de loi, même si c'est mal rédigé, c'est un projet de loi. C'est les députés qui doivent après faire des corrections, c'est-à-dire des amendements. Si le projet de loi est mal rédigé, c'est aux députés de toucher ça par l'intermédiaire, par la procédure des amendements, c'est-à-dire des observations et des corrections. Donc le projet est enrôlé au niveau du service législatif, c'est-à-dire on l'inscrit, on lui donne un numéro. Déjà, au service législatif, quand le projet vient, on nous l'impute. Le directeur des services législatifs va l'inscrire dans le tableau des affaires en instance. Tableau des affaires en instance. Ensuite, c'est inscrit, tableau des affaires en instance, c'est numérisé. C'est numérisé. Comme je l'inscris moi ou mes collègues dans le cahier des rôles, c'est numérisé dans le tableau des affaires en instance. C'est-à-dire les affaires qui vont être soumises à l'examen. Avec un numéro d'ordre. Par exemple, aujourd'hui, en 2025, quand le nouveau gouvernement est venu, quand on a eu une nouvelle Assemblée nationale, le tout premier projet de loi qui nous est parvenu ici, il y a un numéro, c'est-à-dire 1-2025. Le numéro d'ordre, la date d'arrivée, on nous le transmet aujourd'hui, je mets la date d'arrivée, on renseigne l'ordre, le grand cahier, le numéro d'ordre, le numéro d'arrivée. Ensuite, la provenance, c'est-à-dire l'origine, gouvernement. Et ça, si vous faites vos recherches dans ce grand rôle, immédiatement, vous savez que c'est un projet de loi. Gouvernement, vous n'avez même pas besoin de pousser plus loin, c'est un projet. Et si c'était les députés? L'origine? Oui, mais l'origine, c'est qui? Je mets qui? Le parlementaire, c'est-à-dire le député. Si c'est une proposition de loi, si c'est monsieur, je mets son nom. J'inscris son nom. Monsieur tel, tel, tel,
Et là, vous saurez que, et je mets député de PASTEF, les Patriotes, c'est-à-dire, hein, ou bien député de l'opposition, hein, je mets le parti. Immédiatement, vous savez que ce sera une proposition de loi. Donc, origine, gouvernement. Et après, je mets l'objet, c'est-à-dire l'intitulé du projet de loi. Projet de loi tendant, projet de loi ratifiant. Donc, je mets l'intitulé du projet de loi. Ensuite, je mets le numéro du décret. Donc, peut-être sur Internet, sur le site de l'Assemblée, vous pouvez avoir, comment ça s'appelle, un exemplaire d'un projet de loi. Hein? Je pense que vous pouvez l'avoir aussi sur le site du gouvernement, gouv.sn. Hein? Vous avez toutes les informations donc, sur le projet de loi, comment c'est présenté. C'est pour votre façon, vous êtes des étudiants en sciences politiques. Peut-être un jour, vous allez donc vous intéresser au gouvernement, à l'exécutif, à l'Assemblée nationale et faire votre carrière au niveau de l'administration. Donc, il faut savoir toutes ces présentations-là au niveau du gouvernement et au niveau des propositions de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, immédiatement, la procédure, elle sera déclenchée si le président de l'Assemblée, parce que le dernier mot, le président, il est informé déjà qu'il y a un projet qui est déposé sur sa table. Et c'est lui qui va donner suite, en relation, bien sûr, avec le gouvernement. Si c'est un projet de loi, parfois, il y a des procédures d'urgence. Parfois, le projet de loi n'a aucune urgence, mais c'est eux qui voient l'opportunité d'examiner. L'essentiel, c'est que nous, on renseigne que c'est dans le tableau des instances. Et quand ce projet doit être examiné, le président, encore, il fait un retour au niveau de l'administration. Il émet la demande. C'est décidé au plus haut niveau. Donc, le secrétaire général, immédiatement, il vient au niveau donc, de la direction des services législatifs. Il parle avec le directeur des services législatifs pour que la procédure soit déclenchée. Immédiatement, donc, c'est la convocation pour le calendrier de l'Assemblée nationale. Réunion de bureau, conférence des présidents. Réunion de bureau, les membres du bureau. Conférence des présidents, c'est tout le monde. C'est tout le bureau de l'Assemblée nationale. Et c'est là où est décidé le calendrier de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire les affaires qui vont être examinées dans les prochains jours. Donc, quand le calendrier est établi, quand tout est fixé, on fait un retour encore à la direction des services législatifs pour les convocations, pour convoquer les députés. Donc, c'est par ce créneau de la communication, les convocations. Maintenant, ce n'est plus des convocations sur papier. Depuis que El Malik est là, le président de l'Assemblée, les papiers ont tendance à disparaître. Donc, on a des groupes WhatsApp, ça va très vite. On a les groupes WhatsApp, on a les convocations sur le site de l'Assemblée nationale. Tout le monde est informé au même moment. Ça va très vite parce qu'avec le papier, avec les tirages, ça prend du temps. Le papier a tendance à perdre de son aura au profit de la numérisation, voire de la digitalisation. Donc, quand tout le monde est informé, dans le calendrier de l'Assemblée, on dit, par exemple, la commission, on impute le projet de loi, et c'est ça l'intérêt en fait de mon discours, on impute le projet de loi à la commission compétente. En réalité, l'Assemblée nationale du Sénégal fonctionne à partir d'un bureau. Le bureau de l'Assemblée nationale, qui comprend le président de l'Assemblée nationale, les 8 vice-présidents de l'Assemblée nationale, les 6 secrétaires élus et les 2 questeurs. C'est-à-dire, après les élections législatives, on n'a pas encore de président de l'Assemblée. Ils sont 165 députés qui vont venir ici dans cette salle pour élire ce qu'on appelle le bureau de l'Assemblée nationale. C'est le plus âgé des députés qui est là, les 2 plus jeunes députés qui font office de secrétaire élu, et c'est à l'issue donc du premier jour de l'installation de l'Assemblée nationale qu'on élit un bureau de l'Assemblée nationale. Et c'était récent. Récemment, ils ont élu un monsieur qui s'appelle M. El Malik Ndiaye. El Malik était là-bas, là où était la dame en bleu, avec foulard bleu. Elle va se lever, tout le monde va l'applaudir, elle va faire office de président de l'Assemblée. Ce jour-là, le plus âgé des députés, comme on n'a pas encore
élit un président, c'est lui qui préside la séance d'élection des membres du bureau. Ce n'est même pas du président de l'Assemblée. On a tendance à dire c'est la séance d'élection du président de l'Assemblée. Non, c'est la séance d'élection des membres du bureau. Quand on vous pose la question, comment fonctionne l'Assemblée nationale? La question est la suivante. L'Assemblée fonctionne à partir d'un bureau et de 14 commissions permanentes. Le bureau qui comprend le président de l'Assemblée nationale, c'est la première personnalité qu'on va élire. Le jour de l'installation, on a élu M. El Malik. Madame la Présidente, ou bien M. El Malik, donc, levez-vous. Ma collègue au foulard bleu, tout le monde va applaudir. Madame Ndiaye va vous installer dans vos fonctions de président de l'Assemblée nationale. Il faut l'installer. Oui, et c'est le même geste qu'avait fait le président de l'Assemblée. Il avait fait comme ça, déjà. Moi, j'ai vu une photo. Il était tout ému. Il avait posé sa main. Vraiment, c'était vraiment beaucoup d'émotion. Parce que moi, je me suis dit ce jour-là, ah tiens, c'est un outsider. Les gens ne pensaient pas à lui. Hein. Moi, je pensais à Ousmane Sonko, je pensais à Ayib Daffé. Et tout d'un coup, il y a un nom qui surgit comme ça, M. El Malik Ndiaye. Mais contrairement à notre visite pédagogique, le président de l'Assemblée nationale, dès qu'il est élu, il sort. C'est une salle très solennelle où les acteurs ont des portes d'entrée différentes. Le président de l'Assemblée nationale, immédiatement, il se lève. Et c'est comme le schéma que vous venez de décliner. Tout le monde applaudit, tout le monde est content. Il y a des surprises. Immédiatement, il y a des messieurs qu'on appelle des huissiers. C'est des fonctionnaires. C'est eux qui veillent au bon fonctionnement de la salle. C'est les messieurs que vous voyez en costume. Si vous regardez bien, désormais, à la télé, vous n'aurez plus le droit de dire « Mais c'est qui ces gens-là » Vous allez vous dire « Ah tiens, ça c'est les huissiers de l'Assemblée ». C'est ça l'intérêt des visites pédagogiques. Vous allez vous dire « Tiens, ça c'est les huissiers de l'Assemblée » et vous allez donner l'information autour de vous pour rendre l'Assemblée encore plus visible. Les messieurs que vous voyez en costume, vous les voyez parfois en train de distribuer des cartes magnétiques. C'est les huissiers de l'Assemblée nationale, en costume très solennel. Ils vont accompagner le président qui va sortir. Il fait le tour et on l'introduit. C'est ici sa porte d'entrée. Ce beau dessin, c'est du tissage. L'autre jour, on a eu des élèves, des étudiants de Subdeco, qui ont donné une merveilleuse interprétation de ce dessin. J'ai donné la parole à tout le monde pour qu'ils puissent interpréter ce dessin. En partenariat, non, c'était des étudiants de Thiès, le diocèse de Thiès, avec des Allemands, qui m'ont posé des questions sur ce très beau dessin. En réalité, c'est la porte d'entrée du président de l'Assemblée nationale. C'est du tissage. Je pense que ça date de très très longtemps, peut-être de l'époque coloniale, parce que celui qui l'a fait, il s'appelle Jean-Picard Ledoux. Je suis partie sur Internet, j'ai vu que c'était un peintre français. Donc, c'était un colon peut-être. Mais c'est du tissage. Et moi, j'interprète ce dessin comme les mystères de l'Afrique. Mais tout l'auditoire en a donné une interprétation multiforme. Parce que tout le monde peut avoir une interprétation par rapport à une personne par rapport à l'autre. Donc, c'est la porte d'entrée du président. On l'introduit et il s'assoit. Et il fait le mimétisme. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Et tout le monde s'assoit. Et la séance va redémarrer par le vote, l'élection des autres membres du bureau. C'est-à-dire le bureau qui comprend le président de l'Assemblée nationale et les 8 vice-présidents.
Le président, il est suppléé par 8 vice-présidents. Le président, il peut être empêché. La loi prévoit la suppléance. C'est-à-dire, derrière le président, il y a 8 vice-présidences. 8 vice-présidents. Un premier vice-président, un deuxième, jusqu'au 8e vice-président. Et le bureau des vice-présidents est un bureau paritaire par rapport à la loi sur la parité. Le président, lui, son élection n'est pas paritaire. Parce que lui, il est là pour 5 ans. Mais les vice-présidents, ils sont là pour 1 an. C'est-à-dire, à chaque début de session ordinaire, on élit un bureau. C'est-à-dire, en octobre prochain, au début de la session ordinaire unique de l'Assemblée, le bureau, on va renouveler le bureau. Donc, le bureau commence par un homme, ensuite une femme, un homme, une femme, jusqu'au 8e vice-président. Ensuite, ce sont les secrétaires élus. Les messieurs et dames que vous voyez ici à droite et à gauche, à la télé, c'est des députés. On les appelle des secrétaires élus. En séance plénière, ils sont 2, mais dans le bureau, ils sont 6. C'est eux qui font les comptes rendus in extenso, c'est-à-dire le résumé de tout ce qui se dit dans la salle. Ils prennent ça en temps réel. Tout le déroulé de la séance plénière est transcrit dans un grand cahier qu'on appelle rôle, qui est déposé ensuite au niveau de la direction des services législatifs. Toute la séance plénière est enregistrée derrière ces portes rouges, le service technique, en audio MP3. C'est-à-dire ça, c'est l'archivage. Mais les audios peuvent ne pas être exploités immédiatement. Par contre, le compte rendu in extenso, qui est déposé au niveau de la direction des services législatifs, immédiatement après la séance, on peut le consulter. Le président de l'Assemblée nationale, ou bien le secrétaire général, ou bien le directeur des services législatifs peut avoir besoin d'informations réelles sur sur le déroulé de la séance, ce qui s'est passé en temps réel dans la séance. Au niveau de la séance, comment il fait? Il va consulter le grand cahier. C'est pourquoi on leur dit de bien renseigner le cahier, depuis le début de la séance plénière jusqu'à la fin de la séance plénière. Parce que c'est ce cahier qui fait foi. Mais aussi, nous avons le service législatif qui veille au grain, qui est toujours là derrière. C'est-à-dire Mme Ndiaye, M. Diop, qui sont des experts aussi en droit parlementaire et en pratique parlementaire. C'est-à-dire le règlement intérieur. Ils veillent à ce que toute la procédure au niveau du règlement intérieur soit respectée. Le député, il peut ne pas connaître, mais le député qui est là, qui est le rapporteur, il a toujours derrière des experts qui sont là, qui veillent au bon déroulement des séances et qui vont prendre aussi les PV, c'est-à-dire les comptes rendus in extenso, ce n'est pas intégral, c'est-à-dire des résumés, étape par étape, et sont déposés au niveau des casiers du service législatif. Donc c'est ça qui fait foi pour l'archivage en attendant d'exploiter l'enregistrement audio des différentes séances plénières. Donc nous avons, l'Assemblée nationale fonctionne à partir d'un bureau qui comprend le président de l'Assemblée nationale, les 8 vice-présidents, les 6 secrétaires élus et les 2 questeurs. Très bien. C'est quoi un questeur? C'est quoi un questeur? Oui? Très bien. Le questeur, c'est lui qui gère les finances de l'Assemblée nationale et le matériel. Parce que l'Assemblée nationale est une institution. Est une institution? C'est une institution de la République, oui. Mais c'est une institution? Non. Autonome. C'est la séparation des pouvoirs. L'Assemblée nationale est une institution avec une autonomie financière. L'autonomie de l'Assemblée nationale se traduit par une autonomie financière. L'Assemblée nationale, on lui vote ses milliards, il gère comme elle veut, parce qu'elle est autonome. C'est la séparation des pouvoirs. On lui vote ses milliards et l'Assemblée nationale les dépense par rapport à ses besoins. Donc c'est l'autonomie de gestion qui gère les 2 questeurs.
un premier questeur, Mme Aïcha Touré, un deuxième questeur, M. Alphonse Mané Sambou. C'est-à-dire parce que c'est une institution autonome. Donc, le bureau qui comprend le président, les 8 vice-présidents, les 6 secrétaires élus et les 2 questeurs. Et après, quand on aura voté pour tous les membres du bureau, le lendemain, ou bien le surlendemain, les différentes commissions vont se constituer. On a 14 commissions permanentes dans tous les domaines. Et la plus grande commission, c'est la commission des finances et du contrôle budgétaire. Qui compte, Adja Fatkine? Qui compte? La commission des finances et du contrôle budgétaire. Qui compte 43 membres. La commission des finances et du contrôle budgétaire, qui est la plus grande commission, compte 43 membres. Et chaque commission a un bureau. Un président, un vice-président, si c'est la commission des finances, un secrétaire et un rapporteur général. Si c'est les autres commissions, c'est un président, un vice-président et un secrétaire. Et un secrétaire. Donc la commission des finances et du contrôle budgétaire est la plus grande commission. Ensuite, nous avons d'autres commissions. Commission de développement rural, commission de la jeunesse, sur toutes les activités de la vie. C'est décliné en commission. Donc nous avons le deuxième questeur, mais vous avez beaucoup de chance. Le deuxième questeur est là. M. Alphonse Mané Sambou. C'est eux qui gèrent les finances et le matériel. Aujourd'hui, nos explications se traduisent en actes. Donc bonjour, monsieur le questeur. Tout le monde se lève et on applaudit le questeur. Le questeur me dit, je ne devais même pas être là, comme le directeur des services législatifs. Donc ça, c'est une opportunité qui vous est offerte. Je donne la parole au questeur pour vous souhaiter la bienvenue. C'est des étudiants de l'UCAD, des étudiants de l'UCAO, des étudiants de l'UGB, donc des étudiants qui nous viennent de Saint-Louis et de l'Université virtuelle du Sénégal. UCAD, c'est des étudiants dans tous les domaines, sciences politiques, gouvernance territoriale, c'est vraiment toutes les disciplines. Voilà, bonjour. Je me nomme Alphonse Mané Sambou. Comme il l'a dit, je suis député du département d'Oussouye et deuxième questeur au niveau de l'Assemblée nationale. C'est un plaisir réel pour moi parce que je suis universitaire aussi comme vous, de vous rencontrer. Il m'a copté un coup de route parce que je suis en séminaire et à cause des tâches administratives, j'ai dû quitter la salle pour retourner au bureau, essayer de voir s'il y avait des choses à traiter et retourner en salle. Je ne pourrais pas être long avec vous parce que notre fin de, pour notre atelier, c'est pour 13 heures. Donc c'est pour bientôt. Donc je me suis assez absenté de la salle. Et je ne voudrais pas donner l'impression d'être un profiteur, quelqu'un qui n'est pas là pour assister au séminaire comme les autres. Donc parce qu'on est à l'Assemblée, mais on est là aussi pour apprendre. Donc c'est un cursus qui se rajoute à notre CV. Parce que quand tu viens à l'Assemblée juste pour dire que j'ai été député, tu ressors et qu'il n'y a pas un surplus, ça n'a pas de sens. On est là, c'est pour apprendre. Et on a beaucoup appris. Et cause pour laquelle le séminaire, je ne voudrais pas assister parce que je sais ce qui se fait au niveau du séminaire, c'est des choses parfois que l'on maîtrise, mais il peut y avoir un plus que tu peux gagner que tu n'avais pas auparavant. Donc pour moi, c'est vraiment un plaisir de vous avoir ici au sein de l'Assemblée nationale. Parce que je vois que c'est presque toutes les universitaires en dehors des universités de Bombay, Thiès et de Ziguinchor, Kaolack, qui ne sont pas là. Mais si on me dit que c'est ICAD, IGB, donc c'est déjà un plaisir. On vous souhaite vraiment un bon séjour et qu'on prie également que Dieu vous ramène en paix. Pour ceux qui sont venus de Saint-Louis, retournez à Saint-Louis en paix et reprenez les cours dans de bonnes conditions. Je ne serai pas long, c'est juste ces mots de prière que je peux donner et vraiment vous souhaiter les bienvenus. Merci. Comme le dit M. le questeur, on est en plein plan d'action. Je le disais tout à l'heure. C'est une nouvelle vision. C'est une nouvelle vision. C'est une nouvelle vision de la gouvernance.
C'est une nouvelle vision qui est là. Le député, il n'a plus le droit de dormir. Le député, il n'a plus le droit de s'absenter. On l'a dit tout à l'heure, c'est une nouvelle vision qui est déclinée. C'est de nouvelles réformes. Tous les députés sont dans des séminaires, dans des plans d'action, dans des apprentissages. Et les députés et le personnel parlementaire. Ça va très vite. Ça va très vite. Et donc ça, c'est la nouvelle vision donc, de nos dirigeants, qui sont très jeunes aussi, et aussi du président El Malik, qui a initié beaucoup de plans d'action pour toutes les commissions. Combien de commissions? 14 commissions. Toutes les commissions sont en train de dérouler des plans d'action. Toute l'administration est en train de dérouler des plans d'action. L'organigramme, tout est en train d'être revu. Il y a même l'audit, ce que l'Assemblée nationale n'a jamais connu. Un audit interne. Parce que pour que ça aille bien, il faut diagnostiquer les maux. Il faut voir pourquoi ça ne marche pas. Donc tout le monde est là. Il n'y a plus de temps à perdre, comme l'a dit Honorable. C'est un député, mais aussi c'est lui le questeur. C'est eux les membres du bureau de l'Assemblée nationale, la questure. C'est le deuxième questeur de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, monsieur le questeur, de nous avoir vraiment gratifiés de cette visite. Merci. Donc, je termine par les commissions et je laisse la parole à ma collègue, Mme Diaye, qui va un peu venir sur l'historique de l'Assemblée nationale et aussi M. Diop qui va apporter sa contribution. Et de manière ramassée, et ensuite, on va vous donner la parole pour les questions. Donc, je termine. Je disais que donc, les 14 commissions permanentes, c'est des commissions dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Quand un projet de loi est enrôlé, c'est quel service qui enrôle le projet de loi? J'espère que je vais vous dire. C'est quel service? La commission des lois. Non? Le service législatif, bravo! Le service législatif. Le président de l'Assemblée nationale, le projet de loi est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, qui va l'imputer au secrétariat général, qui l'impute à son tour au service législatif. Très bien, c'est le service législatif. Ce n'est pas la commission des lois, ça c'est le bureau, ça c'est le fonctionnement interne de l'Assemblée nationale, ça c'est les députés. Mais c'est le service législatif qui enrôle les projets de loi. Avec inscription dans un grand cahier qu'on appelle un rôle et inscription sur le tableau des affaires en instance. Donc, quand on fait le calendrier de l'Assemblée nationale, on le fait à quel niveau? Quelle est l'instance habilitée à faire le calendrier de l'Assemblée nationale? Je l'ai dit tout à l'heure. Hein? Non. Quelle est l'instance? C'est enrôlé. Maintenant, on nous dit, c'est un texte où on a mis procédure d'urgence. Mais comment on va faire? Oui? Très bien. Il y a une réunion de bureau. Il y a une réunion de bureau. C'est-à-dire, membres du bureau, les membres du bureau, ils vont se réunir. On va mettre convocation. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale sont convoqués aujourd'hui à 15 h pour information. Après le bureau, c'est la conférence des présidents. C'est là où on établit le calendrier de l'Assemblée nationale. Quand la conférence des présidents est finie, immédiatement le secrétaire général, qui assiste aux réunions de bureau, qui assiste à la conférence des présidents, quand il descend, immédiatement il se dirige vers la direction des services législatifs pour nous instruire, donc pour matérialiser ce calendrier. Par exemple, il y a une convocation. Le projet est là. Il faut l'examiner. Le calendrier, on l'a décliné au niveau de la conférence des présidents. Il nous instruit. Le secrétaire général, il descend avec toutes les informations qui sont décidées au niveau de la conférence des présidents. Il va voir le directeur des services législatifs. Et on déclenche la procédure législative. C'est-à-dire les convocations pour l'information des députés, pour l'information du personnel qui doit assister et aux commissions et aux plénières. La première phase de la procédure législative, c'est les travaux en commission. Ce qu'on voit à la télé, ça c'est les séances plénières.
C'est la dernière phase du projet de loi. Mais en réalité, le projet de loi, il est examiné au niveau de la commission compétente. C'est 14 commissions. Ministre de l'Éducation, il y a une commission éducation, jeunesse. Mais ça, on ne montre pas ça à la télé, c'est interdit. C'est des travaux de fond. En réalité, c'est là où se fait de manière pointilleuse, de manière détaillée, tout le travail des députés. Mais ça, on ne montre pas ça à la télé. Ce qu'on montre à la télé, c'est l'autre phase de la procédure législative, c'est-à-dire après les travaux en commission, il est produit un rapport. Parce que pour chaque commission, il y a un président, un vice-président ou deux vice-présidents, et deux vice-présidents et un secrétaire. Le secrétaire, dans le bureau des commissions, il peut faire office de rapporteur, mais ce n'est pas un rapporteur. Mais le président de la commission peut choisir en temps réel, c'est-à-dire le jour de la commission, n'importe qui peut être rapporteur. Donc le rapporteur, c'est lui qui est chargé de faire le rapport de la commission. Donc le jour de la séance plénière, c'est-à-dire après la commission, il y aura une séance plénière pour voter. La commission, elle vote. Mais ce qui fait foi, la dernière phase de la procédure législative, c'est le vote en plénière. Donc, ce rapport sera lu ici. C'est ce que vous voyez à la télé, le président de l'Assemblée, Madame le Président. À l'ouverture de la séance, qu'est-ce que vous allez dire? La séance est ouverte. Le président, il dit « Bonjour, chers collègues, la séance est ouverte. » Allez-y. Ça marche pas. Allez-y. Est ouverte. Est ouverte. Oui, bonjour, chers collègues. La séance est ouverte. Hein? Parfois, il y a des informations que le président va donner. J'ai reçu des absences. J'ai reçu des... il y a des députés qui sont absents. Quand un député s'absente, il donne sa justification avant la séance plénière. Le président va lire ça. Il y a quelques informations parfois qu'il lit et il dit « Mesdames et messieurs, j'ai reçu, nous allons examiner, c'est des termes consacrés, le projet de loi numéro tant, et donne l'intitulé. La parole est donnée à monsieur le rapporteur de la commission pour lire son rapport. » Qu'est-ce qu'il fait, le rapporteur? Qu'est-ce que vous allez faire? Immédiatement, le rapporteur se lève. Il vient ici. Vous allez lire quelque chose ici? Oui, il a un rapport, il va lire quelque chose. Ce n'est pas un jeu, c'est une visite pratique. Lis ici. Lis, oui, lis, vas-y. Vas-y rapidement. Bon, vous allez d'abord saluer vos collègues députés. Déjà, ce n'est pas un jeu, c'est une pratique. Déjà, le rapporteur, quand il vient, il dit « Merci beaucoup, monsieur le président ». Merci beaucoup, monsieur le président. Madame la présidente. Oui, c'est monsieur le président, c'est El Malik, lui. Et il dit « Monsieur le président, messieurs les ministres », c'est des termes consacrés, c'est comme ça que ce n'est pas un jeu, c'est une phase. Il dit « Merci beaucoup, monsieur le président ». Monsieur le président de l'Assemblée nationale, messieurs les ministres, chers collaborateurs des ministres, chers collègues, vas-y. Tu dis comme j'ai dit. Merci, chère madame la ministre. Oui. Monsieur les ministres. Monsieur le président. Oui. Monsieur les ministres, oui, je vous salue. Voilà, je vous salue. Messieurs les ministres.
Messieurs les ministres, Messieurs les ministres, chers collaborateurs des ministres, chers collègues, je vous salue. Je veux commencer. Il doit en informer par écrit le président de l'Assemblée nationale. Et à la fin, il dit merci. Après le rapport, non, c'est ça qu'il a dit. Il a dit tout bas, il dit, je vous remercie. Et il va s'asseoir. Immédiatement, le président, il dit, monsieur le ministre, allez-y, avez-vous des observations à faire sur le rapport? Monsieur le ministre, avez-vous des observations sur le rapport? Yes. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre, serment du gouvernement, honorable député, bonjour. Alors, par rapport à la présentation du rapport, je trouve que le format laisse à désirer, les articles ne sont pas clairs. Donc c'est ça que je voulais faire. Le ministre il fait des observations de forme. Il dit le format, c'est-à-dire la forme du rapport n'est pas bien. C'est-à-dire que le rapport n'est pas bien présenté. Le ministre il fait des observations de forme. Les députés vont aussi faire des observations de forme. Après le ministre, le président il donne la parole aux députés qui vont faire aussi des observations. Mais uniquement sur la forme du rapport. Parfois il y a des oublis, il y a des erreurs. Il y a le secrétaire général adjoint, M. Fadel, Saloli Fadel Touré. Oui, c'est fermé. Donc ça, c'est le patron de l'administration. Comme je l'ai dit, à côté du président, il y a toujours le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint. Parfois, vous voyez le secrétaire général, M. Amadou Chimbo, qui est là, tout à fait à côté du président. C'est pour l'expertise. Parfois, ce n'est pas le secrétaire général. Si vous voyez ce monsieur-là, il s'appelle M. Touré, Saloli Fadel Touré, c'est le secrétaire général adjoint. Vous n'allez pas vous dire, madame nous avait dit que c'était un autre. Non, ils sont deux. Il y a un secrétaire général, il y a un secrétaire général adjoint. Comme pour les vice-présidents, on prévoit ce qu'on appelle la suppléance. Parce que l'on peut être empêché, la loi prévoit la suppléance. Un secrétaire général adjoint. Je lui donne la parole. Il va vous donc souhaiter la bienvenue. C'est des étudiants de l'UCAD, de l'UCAO, de l'UVS, de l'UGB qui sont là aujourd'hui avec une couverture médiatique exceptionnelle donc de notre collègue chef de division au niveau de la communication pour donner une visibilité à cette visite qui est très intéressante et qui sera donc sur le portail de la page Facebook de l'Assemblée nationale. La parole est à M. Fadel, Saloli Fadel Touré. Vous applaudissez. Est-ce que le règlement intérieur me permet de prendre la parole ici? C'est sûr. C'est sûr. D'accord, là vous me rassurez quoi. Je ne sais pas. Bonjour à tout le monde. Je suis ravi de faire connaissance avec ce beau cocktail. Je pense qu'il y a UCAD, il y a UVS, il y a UKO et UGB. Mais moi je suis pour UCAD. Même si le PM vient de l'UGB.
Et par contre, UCAO, je pense que c'est la meilleure université privée du Sénégal. Et l'UVS, je pense que ça, c'est le futur, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui reste? C'est tout? J'ai fait le tour? Allez, bienvenue à tous. Moi, je me nomme Saloli Fadel Touré. Je sais que mon premier prénom est difficile parce que souvent, les gens n'ont pas... en tout cas, il n'y en a pas beaucoup comme homonyme au Sénégal. Saloli. C'est un prénom wolof porté par un manding. Bref, je suis très ravi de vous voir ici, même si j'ai un certain penchant pour l'UCAD, Kër Mame Cheikh Anta Diop, par où je suis passé jusqu'en deuxième année de thèse. Ensuite, par un concours, je suis venu ici. Bref. Mais je veux vous rassurer d'une chose, c'est que vous êtes entre de comment on le dit, de très bonnes mains ici. Madame Mame Lissa Sow est une experte dans tout ce qui est à voir avec l'Assemblée nationale. Et elle est bien encerclée. Ben oui, avec une expérience de plusieurs dizaines d'années, donc ça veut dire que vraiment elle a de la matière à vous donner. Non, mais c'est vrai. Et autour d'elle, vous avez des jeunes très talentueux, des juristes de haut niveau. Donc, franchement, je pense que vous aurez de quoi emporter chez vous et vous n'allez pas dormir bête aujourd'hui. OK? Maintenant, ce que j'aimerais vous lancer comme message, je vais y aller très vite, c'est que je voudrais vous parler de la nécessité de croire en vos rêves. Moi, je me rappelle à mes années d'étudiant, j'avais une ambition, une forte ambition pour la politique. Et je l'ai assumée. Croyez-moi, mes parents, quand je dis parents, mes frères et sœurs n'étaient pas tout à fait d'accord avec moi. Parce que j'étais un peu virulent, comme le PM de notre pays. Et il se trouve que souvent, quand on choisit un chemin, il fallait coûte que coûte qu'il y ait des contraintes, souvent liées à la famille ou à autre chose, ou à votre condition de vie sociale. Mais croyez-moi, au lieu que ça soit une contrainte, c'est plutôt des motivations. Il suffit juste de mettre en place un mindset capable de vous booster devant. Tout peut vous sembler un peu impossible à un moment donné dans la vie. Je vous donne des anecdotes. Pour ceux qui sont à l'UCAD de nos jours, peut-être peuvent ne pas être au courant de ça. Mais il arrive parfois de prendre comme petit déjeuner juste du pain, du beurre, du lait et du sucre. Mais le soir, si ce n'est pas du tchakri, je ne sais pas si on en vend toujours à l'UCAD, il n'y en a plus, mais ce serait surtout du pain et de l'eau et du sucre pour couchant. Et cela pendant une année, 2 ans, 3 ans. Et vous allez constater que plus vous avancez dans vos études, moins il y en a des amis derrière vous que vous connaissez dans l'amphithéâtre. C'est ça la réalité de la fac. Et les parents vont vous mettre la pression. Abandonnez, allez-y, choisissez, comment on le dit, ce métier. Arrêtez. Concours, ce n'est pas mauvais. Si vous avez ambition de passer un concours et ensuite de pousser vers l'avant. Mais sinon, très souvent, les gens abandonnent. Et souvent, pour avoir un salaire parfois très difficile à gérer dans le mois. Mais si vous insistez, si vous continuez à vous battre, tout le temps, il ne faut pas rester à la fac sans avancer. Ça, je ne vous le conseille pas. Mais si vous restez à la fac, c'est pour avancer. C'est pour aller d'année en année en avance. Mais si vous continuez sur ce chemin-là, je suis sûr et certain qu'un jour, vous allez sourire. Et c'est ça l'essentiel de la vie. Parce qu'en réalité, sans ambition, sans espoir, il n'y a plus de vie. Donc, battez-vous pour votre conviction, battez-vous pour vos rêves. C'est tout ce que j'ai à partager avec vous. Merci beaucoup. Et voilà. Beaucoup, Egea. Donc, ce qu'il a partagé avec vous, c'est ce qu'il est devenu aujourd'hui, un grand leader. Donc, à force de persévérance, à force d'y croire, un jour ou l'autre, ça finit par marcher. Donc, aujourd'hui, il est le secrétaire général, comme il l'a dit, adjoint de l'Assemblée nationale. Donc, c'est un parcours.
c'est un parcours académique. Et aujourd'hui, il est à un niveau de décision. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez être des leaders. Le leader est associé à la prise de décision. Donc, il nous a donné la clé pour être leader. Il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire les études. Pousser toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Allez donc. On a dit, en tout cas, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, toujours plus haut et accéder aux prises de décision de manière très, très poussée. Un jour, on peut vous avoir comme des députés, comme président de l'Assemblée nationale, comme Premier ministre. Mais le SGA demande s'il y a des étudiants en anglais. Le responsable est là. Juste pour précision, c'est l'association des étudiants africains en sciences politiques qui est ici présente. Politique. Voilà. En fait, en fait, le EGA est un expert en anglais, c'est-à-dire il a fait anglais, il a fait des études en anglais. Donc, en fait, il veut vous pousser à faire de l'anglais, parce que c'est la langue la plus parlée dans le monde. Après, c'est l'arabe, hein? Après, c'est l'arabe. Et après vient le français. Voilà. Souvent, au Sénégal, il faut 7 ans d'anglais, n'est-ce pas? De la 6e à la terminale. Et je trouve que la plupart des étudiants sénégalais ne s'expriment pas en français. En anglais, oui. Et ma conception des choses, c'est que tout Sénégalais qui a son baccalauréat comprend déjà anglais. Ça, c'est ma conviction. Bon, j'ai eu à enseigner dans les universités privées, écoles privées, pour 4 ans, à mes heures creuses. Je sais que ce n'est pas à dire ici. Mais à l'origine, moi, je suis interprète de conférences. Et j'ai fait l'anglais au département d'anglais de l'université Cheikh Anta Diop. Seulement, l'importance de l'anglais, on ne peut pas l'occulter de nos jours. Mais le problème, c'est que moi, je pense que tout Sénégalais qui a le bac ici au Sénégal comprend déjà anglais. Il a une base, ou elle a une base en anglais. Mais ce qui reste, c'est la pratique. Maintenant, cette pratique, souvent, il y a une sorte de complexe que nourrit beaucoup de gens et qui les empêche de parler anglais. Or, l'anglais, c'est comme le manding pour moi, c'est comme le wolof, le djola. C'est-à-dire, il faut s'amuser avec cette langue pour pouvoir la parler correctement. Et accepter de commettre des erreurs. Et heureusement pour vous, l'anglais n'est pas comme le français. En français, tu commets une erreur devant un Français ou un francophone, il vous dit, vous êtes sûr que c'est du français? Mais un anglais ne vous dira jamais ça. Pour eux, le plus important, c'est l'idée que vous véhiculez. À chaque fois, tant qu'ils comprennent ce que vous dites, il n'y a pas de matière à discussion. Donc, du coup, je voudrais vraiment que vous démystifiez cette langue pour qu'elle puisse vous ouvrir d'autres portes. Hyper importante, croyez-moi. Il y a 2 ou 3 semaines, je viens du Parlement africain à Johannesburg. Mais pour vous dire la vérité, après avoir fait quelques tours en Europe, j'ai compris l'utilité de l'anglais. Mais quand je suis allé à ce Parlement, en communion avec les autres parlementaires, qu'ils soient francophones ou anglophones, j'ai constaté que, en réalité, la langue anglaise n'est plus une clé. Ce n'est pas seulement une clé. C'est une clé et une porte. Croyez-moi. Donc, du coup, amusez-vous à parler anglais. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes Sénégalais qui adorent l'anglais, qui essaient de s'exprimer en anglais, mais faites-le davantage. Parce que, croyez-moi, avec les sciences po, et que si vous avez l'anglais de plus, alors là, c'est autre chose. Donc voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Merci. Là, je quitte la salle. Hein. Merci beaucoup, EGA. Le message est passé. On va tous nous perfectionner en anglais, aller apprendre l'anglais. Comme il l'a dit, c'est une langue universelle. C'est une langue universelle, vous en aurez besoin. Donc, au niveau, donc, dans le processus de votre formation,
Donc vous en aurez besoin partout où vous irez. L'anglais, donc c'est une langue universelle. Je dirais que c'est la première langue même qui va vous permettre donc de briser les barrières de la langue, hein? L'anglais, l'arabe. Donc merci beaucoup vraiment de nous avoir gratifiés de cette présentation. Comme je le disais tout à l'heure, donc je pense qu'on a décliné un peu. Quand il parle, c'est très intéressant, il a rebondi sur une question que le premier groupe avait posée au niveau de la direction de la documentation. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qui n'ont pas eu l'opportunité d'aller au niveau de la direction de la documentation et des archives. Le premier groupe est parti là-bas, le temps de vous attendre. Et on était en train d'échanger avec les archivistes. Et M. Fadel, M. Touré a dit, pour avoir une mise à niveau, il a dit tout de suite que le Parlement, il est parti au Parlement panafricain. Tout à l'heure, quelqu'un avait posé une question très intéressante. Il avait dit, c'est quoi le lien? Je pense que c'est monsieur. Vous allez réitérer votre question et ça nous permet de vous mettre à niveau par rapport à la réponse qu'avaient donnée les archivistes et qui rejoint, oui, monsieur, et qui rejoint la présentation de M. Fadel qui est parti au Parlement panafricain. Venez ici, oui. Vous présentez? Vous présentez? Mamadou Pouy. D'accord. C'est qui? Ah, c'est ce monsieur. Venez alors. Bon, vous allez rester. Venez. Je voulais donner la réponse, mais comme on avait déjà posé la question sur les parlements panafricains, les parlements sous-régionaux qui ont des liens avec notre parlement, je pense que c'était une question très intéressante. Bon après-midi à tous. Je réponds à l'identité de Silla Omar, étudiant en sciences politiques en licence 2 à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc j'avais posé la question, comme l'a si bien dit Mme Sow, précédemment dans le bureau des archives, bien sûr. Et je demandais à propos, puisque à travers l'explication de M. Touré, on avait su que le Sénégal était effectivement la vitrine de l'AOF, où tous les pays envoyaient chacun un représentant pour pouvoir représenter son pays. Donc le Sénégal avait ce privilège. Donc j'avais posé la question de savoir, puisque après cette souveraineté, maintenant que tous les pays ont acquis, et est-ce qu'il y a maintenant un lien, une affinité entre les différents parlements ou bien entre les différentes assemblées, puisqu'il y a maintenant, on dit que le bureau, il y avait l'archive depuis l'AOF, hein, ils ont remonté depuis l'historique. Donc je voulais savoir si les pays de ces différents pays qui avaient des représentants ici au Sénégal ont justement une petite affinité, voilà, ou bien un lien entre eux, si seulement ils viennent rechercher aussi leurs archives pour pouvoir comprendre véritablement ce qui s'est réellement passé durant la période coloniale. Donc c'était ça. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est pour vous dire que la vieille tradition parlementaire, donc car le Sénégal est un pays de vieille tradition parlementaire, mais qui a des interactivités avec les autres parlements. C'est la vitrine de l'Afrique occidentale française, de l'AOF. Parce que Dakar a été la capitale de l'Afrique occidentale française. Donc il y a des interactivités, il y a des coopérations. Le Sénégal fait partie du Parlement de la CEDEAO. Le Sénégal fait partie du Parlement, comme l'a dit M. Touré, le EGA, du Parlement panafricain, qui est au niveau de Johannesburg. Hein? Le Sénégal fait partie de beaucoup de parlements. Et il y a des groupes d'amitié aussi pour le renforcement de la coopération sous-régionale, avec les échanges entre les parlements. Donc, je disais tout à l'heure que le Sénégal est un pays de vieille tradition parlementaire. Hein? Le Sénégal
Le Parlement du Sénégal n'est pas né ex nihilo. Merci beaucoup, monsieur le SGA. Le Parlement du Sénégal n'est pas né ex nihilo. Je vais donner la parole à Madame Diaye, ma collègue ici présente, pour vous faire un petit exposé sur l'historique de l'Assemblée nationale. Donc, est-ce qu'on va pas laisser l'historique à notre historien? Comme ça, je vais parler de l'évolution. Tout petit et complet. Comme ça, on va laisser la parole ça après marche. aux autres pour faire les questions. Voilà. Rebonjour. Donc, pour parler de l'historique de l'Assemblée nationale, donc, vu que nous avons un historien dans le groupe, donc peut-être qu'il va, et je parle sous son contrôle également. Donc, pour l'historique, l'Assemblée nationale, il y a ce qu'on appelle la pose de la première pierre. C'était en 1954 par M. Robert Buron. Et 2 ans après, il y a eu l'inauguration. Comme l'avait dit le directeur de la bibliothèque. Donc 2 ans après, c'était l'inauguration par M. Albert Sarraut en 1956. Donc toujours sur l'historique, par rapport à l'évolution du nombre de députés, actuellement, nous avons 165 députés, n'est-ce pas? Donc on peut dire également qu'il y a une évolution au niveau du nombre, parce que après 1960, les députés étaient au nombre de 80. Donc le premier président de l'Assemblée nationale, c'était Lamine Gueye, le premier président de l'Assemblée nationale. Donc c'était à 80 en 1960, et après en 1978, c'est monté à 100 en 1978. Après, en 1983, c'est monté à 120 députés, 83. Après, en 98, c'est monté à 140, 98. Après 2001, c'est redescendu jusqu'à 120 députés, en 2001. À la 11e législature, donc après c'était en 2007, la 11e législature, on a eu 150 députés à la 11e législature. Mais c'est après la révision du Conseil constitutionnel, avec le référendum de 2016, que le Sénégal accueille désormais 150 députés, plus les 15 de la diaspora. Donc ça, c'était depuis le référendum, avec la révision de la Constitution. Donc 150 plus les 15 de la diaspora, ça fait 165 députés. Donc les Sénégalais de l'extérieur ont désormais la possibilité d'envoyer leurs représentants à l'Assemblée nationale du Sénégal. Voilà. Donc comme on le sait déjà, l'Assemblée nationale, c'est la 2e institution du pays, et elle vote seule les lois. Et pour les missions également des députés, mis à part la représentation nationale et vote des lois, ils sont également chargés du contrôle de l'action du gouvernement et également l'évaluation des politiques publiques. Donc pour finir, avant de donner à mon collègue, pour les conditions, il y a également des conditions pour être député. Donc pour l'âge également, il faut avoir au moins 25 ans, avoir la nationalité sénégalaise, et la 3e condition, jouir de ses droits civiques et politiques. Donc ils sont là pour représenter le peuple, mais également il y a des conditions pour être député. Voilà. Donc je vais passer, pour ne pas monopoliser la parole. Donc, oui, mais elle va rebondir avec les questions. Voilà. Donc après, on aura l'occasion, parce que de répondre aux différentes questions pour plus de compréhension. Merci beaucoup, Madame Diaye. Permettre aux autres de bénéficier un peu d'une page d'histoire de l'Assemblée nationale. Oui, voilà. Je vais lire un passage qui va faire le
comment dirais-je, le condensé de tout ce que nous avons eu à écouter au niveau donc de la bibliothèque. Il est dit ici, les institutions législatives du Sénégal depuis 1897. Vous voyez, c'est juste à la fin du 19e siècle. Alors, le Sénégal a été l'un des tout premiers pays africains à être doté d'institutions électives modernes. D'institutions électives modernes. Ce n'est pas encore parlementaire, il faut bien noter ça. En effet, ces premières élections législatives ont eu lieu le 31 octobre 1848 avec l'avènement de Durand-Valentin, député maire, de 1848 à 1851. Vous avez l'habitude d'entendre Durand-Valentin. 1848, souvenir, on a dit la fin de la traite négrière. Ça également, il faut bien le noter. Bien avant cette date, on constate, c'est-à-dire dès 1763, l'existence de maires à Gorée et à Saint-Louis. On se le rappelle, les 4 communes. Voilà. Bien qu'il s'agisse là d'élections municipales, ce n'est pas encore parlementaire, il faut bien le noter. Donc, nous pouvons sans conteste retenir 1848 comme la date marquant le début de l'évolution des institutions législatives au XIXe siècle. On va y revenir tout à l'heure. Voilà. Au Sénégal, bien qu'il ait été noté la participation du Sénégal aux États généraux de 1789. Vous avez une fois entendu les États généraux? C'est lors de la Révolution française, il a été demandé que les cahiers de doléances puissent accéder au niveau du roi. Si vous avez souvenir, vous êtes en Sciences Po, il faut vous documenter sur ces pages d'histoire qui sont tellement en connexion avec les faits contemporains. Alors, en résumé, on a un conseil général de 1879 à 1920. On a le conseil colonial de 1920 à 1946. Le conseil général qui revient de 1946 à 1952. L'assemblée territoriale de 1952 à 1958. Et qui siégeait à Saint-Louis. Tout à l'heure, voilà, le directeur l'a dit. L'Assemblée constituante, instituée le 25 novembre 1958, l'Assemblée législative, la Fédération du Mali, on va y revenir, le 4 avril 1959 au 19 avril 1960, l'Assemblée nationale du 20 août 1960, donc la loi numéro 44 du 20 août 1960. Alors, en résumé, qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est bien vrai qu'on dit que Lamine Gueye est le premier président de l'Assemblée nationale du Sénégal indépendant, mais le Sénégal a déjà connu une expérience parlementaire. Elle a déjà démarré en 1872 avec l'élection des 4 communes. Le directeur l'a rappelé, c'était pour donner des avis sur les questions financières et sur les questions vraiment de gestion du territoire. Parce que si l'administration coloniale, après la traite négrière, a conquis l'espace, mais également il voulait l'administrer. Donc, tous les députés, les représentants des colonies siégeaient au palais de la métropole. Donc, Durand-Valentin, jusqu'à 1914, avec qui, comme député noir, premier député noir, Blaise Diagne. Donc, on est donc en droit de comprendre que le Sénégal a une vraie tradition parlementaire. Alors, juste avant d'y arriver sur les questions, parce qu'il y a certains qui m'ont interpellé au sujet d'une connexion qu'il peut y avoir entre la recherche, parce qu'il y a des spécialistes, futurs spécialistes en décentralisation, des futurs spécialistes en paix et sécurité. Alors, quand on dit comment dirais-je, spécialistes en droit, surtout sur des sujets liés à la gouvernance, on est sous vraiment le vocable de la gestion du territoire. Donc le Sénégal spécialement, vous voyez, on parle régulièrement l'acte 3 de la décentralisation. Et ça, c'est votre spécialité. Il y a eu l'acte 1, je crois, si je me rappelle, c'est en 1982, en 1982-86. Il y a eu l'acte 2 en 1993 et il y a l'acte 3. Maintenant, transfert des compétences, pour y arriver, parce qu'il y a des chercheurs dans ce domaine-là,
il faudra inéluctablement, vous avez vu qu'il y a des ressources énormes au niveau de la bibliothèque, c'est de venir faire le recueil de l'ensemble des lois qui ont été votées ici. Parce que l'Assemblée nationale délibère sur ces questions-là. Il y a une masse d'informations qui existent, c'est les lois, il y a l'exposé des motifs, ce qui amène le législateur à penser faire une décision politique. Tout à l'heure, ma collègue l'a dit, les projets de loi, il y a des projets de loi sur ça, la gestion du territoire, le transfert des compétences, les questions de finances locales, tout ça c'est bien étudié et documenté et voté ici. Donc il y a une mine d'informations, c'est à quoi je voulais venir. Et s'il y a des questions, on peut y arriver. Merci. Quelques minutes, bon, ça doit faire peut-être 20 minutes pour les questions, c'est bon? Parce que je vois qu'il y a les autres qui sont très fatigués et qui sont en train de dormir, c'est le ramadan, c'est normal. La visite a tiré en longueur. Donc on va faire une série de questions. Oui? C'est ça que je dis, oui. Donc pour être pratique, on va prendre quelques questions. On vous a donné toutes les infos. On prend quelques questions, hein, à titre de... Donc, ils vont regrouper peut-être les préoccupations des autres. Hein, parce que déjà, monsieur dit qu'il y a le chauffeur qui est en train, donc... votre temps de retour est arrivé. Et nous aussi, on est en demi-journée. Donc, on va prendre des questions. Vous faites le tour, vous venez ici. Pour 2 questions là-bas, on prend 2 questions là-bas. On prend 3 questions, vous venez, vous faites de tout, c'est bon? Le micro, bon, il est en train de faire le tour. Vous leur donnez l'opportunité de venir rejoindre la salle. Voilà. Et de s'exprimer ici, à partir du prétoire. On prend quelques questions, mais c'est lui qui rationalise par rapport à l'heure. Hein? On prend combien de questions? Une dizaine? 6 questions? Ça va être vraiment très serré. Hein? Donc le cabinet, mon chef de division communication, merci beaucoup. Merci vraiment. Donc on nous dit de prendre 6 questions. 6 questions. Il faut que j'ai la parité. Il faut que j'ai la parité. Il y a 3 hommes, une femme, 2 femmes. Pour compléter les 6 questions, l'autre femme, bien, c'est au plouf. Il dit 6 questions, oui. Et après, l'autre va prendre la parole et ensuite le monsieur pour clôturer. Hein? Le nerf du deuil, mais il y a le temps. Nous aussi, on doit rentrer et vous aussi. Venez. Monsieur le ministre, vous avez déjà pris la parole tout à l'heure. Venez. Les étudiants de Saint-Louis, on me dit quelqu'un de Saint-Louis qui va faire 7e. Quelqu'un de Saint-Louis, oui, monsieur. J'ai déjà désigné monsieur. Tout le monde ne peut pas parler. Oh, venez, venez. Saint-Louis, Miguel qui réclamer. L'autre est de Saint-Louis, venez. Et ça va finir. Il faut être très conscient. Parce qu'il y a la rationalisation du temps. Je suis désolée. Hein? Je te donne la parole, d'accord? Tout le monde ne peut pas parler, c'est le temps. D'accord. Il ne faut pas tirer en longueur, hein? Il faut être très concis. Sinon, on vous retire la parole. Maintenant, il y a le chrono qui fait ting. D'accord. Vous avez une minute. Pour la question, voilà, il y a le chrono. Merci beaucoup. Bonjour. Vous avez 3 minutes. Bon, je me nomme Alassane Thiam, étudiant en Master 1 Sciences Po. Ma question est la suivante. Aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale. Maintenant, si il arrive dans un futur proche qu'on note que le Sénégal opte pour un Parlement, quel est le changement qu'on peut noter au sein de l'Assemblée nationale? Un Parlement. Parce que l'Assemblée nationale et le Parlement, pour un régime parlementaire, quelles sont les dispositions administratives que le Parlement et que l'Assemblée nationale notera au sein de son service? C'est ma question. Merci beaucoup. Ah, okay. Voilà. Si
le Sénégal a déjà connu ce qu'on appelle un régime parlementaire en 1962. Et ça a été l'objet même d'une crise politique entre Senghor et Dia, on se le souvient. Alors, depuis lors, les textes constitutionnels ont été changés et que le Sénégal est devenu un régime présidentialiste. L'exécutif contrôle, gère, administre, comme on dit, la présidence avec ses pouvoirs exécutifs. L'Assemblée nationale légifère. Maintenant, le pouvoir de l'Assemblée nationale, c'est de voter des lois. C'est également de contrôler l'action du gouvernement. C'est de voter le budget, c'est également d'évaluer les politiques publiques. Aujourd'hui, si on revient avec cette volonté de refaire un régime parlementaire, c'est également de renforcer le pouvoir du président de l'Assemblée nationale. Et dans ce contexte-là, on va repenser par une autre voie constitutionnelle. Bonjour. Bonjour. Je me nomme Naïs Diop, étudiante en 3e année à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Bon, ma question est de savoir comment une loi est-elle adoptée à l'Assemblée nationale? Madame Diaye. Merci. Donc, comme l'avait dit ma collègue, donc si on reçoit un projet de loi du gouvernement, donc il y a une procédure avant le vote de ce projet de loi. Donc le gouvernement envoie le projet de loi, donc c'est mis sur la table du président de l'Assemblée nationale, comme elle avait dit. Donc après, on va le donner au niveau de la direction des services législatifs, qui va faire l'enrôlement, comme elle l'avait expliqué. On va mettre la date qu'on a reçu le projet. On va mettre le nom du projet, l'intitulé, et également que ce projet vient du gouvernement. Par contre, si c'est une proposition de loi, on va écrire également que ça émane de l'auteur. Par exemple, l'exemple de la proposition de loi récente de M. Amadouba, on va mettre l'auteur, M. Amadouba. Donc après, il y aura une réunion de bureau pour fixer le calendrier de travail. Après la réunion de bureau, il y aura ce qu'on appelle la conférence des présidents pour fixer l'ordre du jour. D'accord? Et c'est par la suite qu'on établit le calendrier de travail. Ce projet de loi est déjà voté, ce qu'on appelle en commission. Donc il y a la commission. Et en commission, ce qu'on a déjà expliqué, donc ce n'est pas ouvert au public, donc il n'y a pas les médias. Donc c'est juste les membres de cette commission. Et même au moment du vote, il n'y a que les membres de cette commission qui ont le droit de voter. Donc tous les députés qui sont présents peuvent prendre la parole, bien sûr, pour la discussion générale. Mais au moment du vote, c'est seulement les membres de cette commission qui ont le droit de voter. Donc après les votes en commission, on vient en séance plénière. Donc il y a un rapport qui sera lu par le rapporteur général, parce que comme on l'a dit, tous les députés ne sont pas présents en commission. Donc pour que tous les députés aient les mêmes informations, le rapporteur lit le rapport, on commence la séance. Et donc la séance plénière, c'est l'étape finale. Mais avant la séance plénière, donc il y a une procédure à suivre. De l'enrôlement à la dernière étape qui est la séance plénière. C'est bon? Donc, juste pour compléter, Madame Diaye, donc l'adoption intervient au moment du vote. L'adoption d'une loi, c'est au moment du vote. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a trois tours de parole. 3 tours de parole. En commission, comme elle l'a dit, on vote. Mais ça ne lie pas l'Assemblée. Ce qui lie l'Assemblée, l'adoption d'une loi, c'est au moment de la plénière. C'est ici où la loi est adoptée. Là-bas, au niveau de la commission, elle est votée. Mais ici, elle est adoptée. Donc l'adoption, c'est au moment du vote. Le président, il va dire quels sont ceux qui votent pour. Avant, c'était un vote à main levée. Désormais, l'Assemblée nationale est au mode digitalisation. Maintenant, c'est des votes digitaux, des votes électroniques.
on a réactualisé le règlement intérieur. C'est des votes électroniques. C'est-à-dire les députés, ils ont des cartes personnalisées. Chaque député a sa carte qu'il introduit. Et les écrans, c'est eux qui montrent le déroulement de la séance plénière, du début jusqu'au vote, jusqu'à l'adoption du projet de loi. Donc, au moment du vote, les députés, ils vont insérer leur carte pour renseigner sur le vote. Ceux qui votent pour, ils vont appuyer sur des boutons. Et immédiatement, ça se transmet au niveau des écrans. Ceux qui votent contre, ils vont appuyer. C'est quand ils mettent leur carte numérisée que tout apparaît sur les écrans. Les votants pour, les votants contre et ceux qui s'abstiennent. Donc on vote pour, on vote contre, on vote abstention. Et tout est traduit ici. Il n'y a plus de vote à main levée. C'est des votes électroniques. Donc, quand tout le monde a voté, s'il n'y a pas d'explication de vote, ou bien les explications de vote, c'est même après, quand tout le monde a voté pour tout le projet de loi, vous entendez le président qui dit, chers collègues, on fait le décompte. Ceux qui sont votants pour. Par exemple, de l'autre côté, tout le monde a voté pour. De l'autre côté, il y a un minimum de députés qui votent contre. Il y a des votants abstention. Parfois, c'est 0, parfois, c'est 2. Le président va dire, le projet de loi a été adopté à l'unanimité. C'est-à-dire ceux qui vont voter pour. Par exemple, si toute la salle vote pour, ça, c'est un projet de loi qui est voté à l'unanimité. S'il y a des votants pour et des votants contre, c'est à la majorité. Si tout le monde a voté contre, le projet de loi, il est rejeté. C'est après tout ça que le président va dire, si c'est pour qu'il l'emporte, le projet de loi est adopté. C'est-à-dire l'adoption d'un projet de loi, c'est au moment du vote. Et il y a tout un processus pour le vote. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'abord pour cet accueil chaleureux d'abord et de m'avoir donné la chance de m'exprimer devant cette assemblée. Donc, ma question est la suivante. Nous avons 165 députés. 150 sont votés par les Sénégalais, résidant au Sénégal. Maintenant, les 15 députés, je voulais savoir s'ils sont élus ou bien ils sont sélectionnés par des bases ou bien des critères bien clairs ou bien définis. Je vous remercie. Donc, très bonne question. Donc, là, les 15 députés, ce sont les députés de la diaspora. La diaspora vote, comme ici on vote au Sénégal. Ils ne sont pas sélectionnés, ils sont élus. Ils sont élus sur la base de listes. Ils sont élus sur la base de listes, comme ici au Sénégal. C'est au même moment. Quand on vote ici, les députés, les Sénégalais de l'extérieur, ils votent. Au niveau des consulats, ils votent sur la base des députés qui sont inscrits sur des listes. C'est des partis politiques. Il y a le PASTEF, les Patriotes. La liste. Oui, Madame la Présidente, qu'est-ce que... Ah oui. Donc, quand le vote, à 18h, on dit on arrête le vote. C'est à 18h qu'on arrête le vote. Et après, c'est les décomptes. Donc, pour monsieur, donc, oui, Madame la Présidente, on dit que vous dormez. Les techniciens, oui. Donc, Madame la Présidente, elle est fatiguée. Donc, c'est le ramadan. On va aller très vite. Donc, les députés de la diaspora, donc, ils sont élus. Ils sont élus sur la base d'une liste. N'est-ce pas? Comme au Sénégal. Donc, au même moment, on fait le décompte ici au Sénégal. Au même moment aussi, les résultats de la diaspora nous parviennent en temps réel. C'est le même processus que le vote ici à l'interne. C'est-à-dire, c'est sur la base de listes. Les députés, ils sont sur des listes.
Les partis, ils ont des listes. Le vote est personnel. Nga dugal sa enveloppe, nga jël sa enveloppe, nga dugal sa nga dugal sa bulletin. C'est le même processus. C'est le même processus. Donc les députés, ils sont sur des listes de leur parti. Ils sont sur les listes. Et chaque liste doit respecter la parité. Les listes sont des listes paritaires. C'est-à-dire un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Il y a le liste. Il y a la liste. Donc, au niveau des départements, là-bas, je pense qu'au niveau de la diaspora, c'est des listes au niveau des départements. Si j'ai bien compris. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Rokhaya Kébé, étudiante en licence à l'UGB, comme vous le savez, en sciences politiques. Ma question est en rapport avec l'historique. Je voudrais que vous énumérez les différents présidents qui ont passé ici dans cette belle salle, de Lamine Gueye jusqu'à El Malick Ndiaye. Donc, elle a posé la question à savoir les présidents que nous avons depuis 1960. Donc, nous sommes à notre 15e législature. Monsieur Malick Ndiaye, c'est le 13e président de l'Assemblée nationale. Donc, je vais vous lire la liste des présidents de l'Assemblée nationale. Donc, en premier, nous avons Lamine Gueye. Donc, il était avocat. Donc, le mandat, c'était de 1960 à 1968. Ensuite, nous avons Amadou Cissé Dia. Donc, il était médecin de 1968 à 1983. Donc, après, troisième, M. Habib Thiam, il était administrateur civil de 1983 à 1984. Après, nous avons Daouda Sow, il était médecin de 1984 à 1988. Après, nous avons Abdoul Aziz Ndao, secrétaire d'administration de 1988 à 1993. Cheikh Abdoul Khadr Sissoko, ingénieur agronome de 1993 à 2001. Après, Youssou Diagne, cadre commercial 2001 à 2002. Après, nous avons eu Pape Diop, comptable 2002 à 2007. Après, M. Macky Sall, ingénieur 2007 à 2008. Après, M. Mamadou Seck, économiste 2008-2012. Après, M. Moustapha Niasse, administrateur civil 2012 à 2022. Après 2022-2024, nous avons eu M. Amadou Mame Diop, qui est pharmacien. Ensuite, 13e président, nous avons eu M. Malick Ndiaye. Et on a 15e législature, 13e président. Donc, vous devez vous dire pourquoi le nombre n'est pas égal. Donc, la réponse, elle est très simple. Parce que le président de l'Assemblée nationale, il est élu pour un mandat de 5 ans. Donc, il peut arriver qu'un président de l'Assemblée nationale ne termine pas son mandat. Donc, par exemple, nous avons ici, je vous donne peut-être l'exemple de l'ancien président, M. Amadou Mame Diop, il a fait 2 ans. Donc, il peut même arriver également qu'un président comme M. Moustapha Niasse, il a fait 2 mandats. Donc, 5 ans plus 5 ans. Donc, c'est pourquoi le nombre n'est pas exact. Donc, c'est ces 13 présidents que nous avons depuis 1960. Non, en fait, je voulais juste dire que le président Macky Sall, c'est l'historien, il veut revenir sur l'histoire. Je vais lui donner la parole tout de suite. Je voulais juste dire que le président Macky Sall, lui, il a démissionné de son mandat, avec tout ce qui s'est passé, de par l'histoire. Macky Sall, lui, il a fait 1 an. Donc, son mandat a été écourté d'1 an. C'est après quand M. Moustapha Niasse est revenu qu'on a rétabli le mandat à 5 ans. Avec Macky Sall, le mandat du président de l'Assemblée a été ramené à 1 an. 1 an jusqu'à Moustapha Niasse. Avec Moustapha Niasse, le mandat a été ramené à 5 ans. C'est-à-dire que tout peut se passer ici à l'Assemblée, comme l'a dit Mme Ndiaye. Macky Sall,
1 an, poussé à la démission. Donc, Mamadou Seck, 1 an renouvelable, comme les membres du bureau, 1 an renouvelable. C'est-à-dire qu'il est sur siège éjectable. Il n'est pas protégé. Alors que le président de l'Assemblée nationale doit être élu pour un mandat de 5 ans. L'élection du président de l'Assemblée nationale, son mandat, il est assimilable au mandat de la législature, de la législature, 5 ans. Le président Mounou-Kodak, seulement les membres du bureau, on peut les changer chaque 1 an. Hein? C'est-à-dire pour permettre à tout le monde d'être vice-président, d'être secrétaire élu. Hein? C'est une rotation pour ne pas avoir de la discrimination. Nous sommes membres du bureau. Mais on a vu qu'avec Macky Sall, tout a été chamboulé jusqu'à la présidence de Moustapha Agnès. Ce mandat a été ramené à 5 ans. Je donne la parole à mon historien qui m'a arraché le micro donc pour pouvoir apporter sa contribution avant de retourner aux questions. Juste pour préciser, quoi, parce que j'ai vu certains parmi vous qui ont eu ces plaquettes où il est écrit Léopold Sédar Senghor, président de l'Assemblée nationale. Juste, c'est pour préciser quoi, que, voilà, que le directeur, il vous a dit qu'il y avait l'Assemblée fédérale, Sénégal et le Mali. Donc, pour dire que dans le comptage tout à l'heure, elle a démarré avec Lamine Gueye. Or, si on remonte un peu avec la première Assemblée fédérale, c'était Senghor qui était le président de l'Assemblée nationale. C'est ça que je voulais préciser, quoi. Parce que si on débute avec Lamine Gueye ou qu'on oublie Senghor et que vous le voyez, ça peut amener une confusion. Mais juste pour rappeler que Senghor, c'était pour l'Assemblée fédérale. Lamine Gueye, c'est avec le Sénégal indépendant. Merci beaucoup. Bonjour, je me nomme Ibrahim Mbalou. Je suis le président de la commission pédagogique et scientifique de l'Association des étudiants africains en sciences politiques. Donc moi, j'ai 2 à 3 préoccupations. La première des choses, c'est que j'ai l'habitude de voir à travers nos députés, il y a certaines qui n'ont pas eu l'occasion quand même d'étudier. Ces députés-là, dès l'instant, sont élus à l'Assemblée nationale, tout en sachant qu'ils ne savent pas quel est le rôle de l'Assemblée nationale. Comment institution parlementaire fait-elle pour pouvoir intégrer ces députés-là qui ne savent pas quand même quel est le rôle de l'Assemblée nationale? Ma deuxième préoccupation est la suivante. Vous avez parlé tout à l'heure des archives, une bibliothèque. Est-ce que les étudiants ou bien les personnes ont quand même la possibilité d'accéder à cette bibliothèque-là? Et ma dernière préoccupation, c'est justement, vous avez parlé tantôt les 4 communes. Vous avez dit que l'Assemblée nationale, quand même, les institutions sénégalaises presque existaient avant l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Maintenant, quel était le rapport entre l'Assemblée nationale et ces 4 communes qui existaient avant l'indépendance? Je vous remercie de votre aimable attention. Tu veux répondre? Tu veux répondre? Voilà. Il y a combien? Trois questions, quoi. La première, c'est lié à un député qui ne connaît pas son rôle. En tout cas, le député, il représente le peuple. Il est à l'Assemblée nationale pour le peuple et pour une mission bien déterminée. Voter une loi, faire une proposition de loi, voter et suivre l'action du gouvernement et éventuellement participer à l'évaluation. Maintenant, les députés, dans le cadre de leur travail, ont ce qu'on appelle des assistants parlementaires. Tout député est assisté par un assistant parlementaire. Voilà, ils sont là, qui les assistent dans le cadre de leur travail. Donc chaque député connaît sa mission, connaît son rôle, et dans le cadre de leur fonction, ils savent à qui se diriger, de quoi ils ont besoin pour faire leur travail. Ils ne sont pas là uniquement pour voter. Tantôt, ma collègue l'a dit, en commission, on ne montre pas ça à la télé parce que c'est trop technique et il y a des choses confidentielles.
C'est là également qu'ils font tout le travail nécessaire, mais en plénière que vous voyez, ils sont là pour l'adopter, c'est en dernière instance. Après, ma collègue peut-être va compléter s'il y a d'autres infos. Non, je pense que juste avant que tu n'avances pour les autres questions, et pour être en phase avec mon collègue, en fait, avec les assistants parlementaires déjà, ils sont en petit nombre. Donc, il faut les augmenter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le ministre, il a derrière lui un pléthore d'experts dans tous les domaines. Mais les députés ne sont pas bien encadrés. Ils sont 165 députés pour 19 ou 20 assistants parlementaires. Donc, ils sont en train de faire le plaidoyer parce que le député, c'est une fonction politique. On peut ne pas être expert dans tel ou tel domaine, c'est une fonction politique. Il y a des députés qui sont analphabètes, mais il y a des députés qui représentent les paysans. Il y a les députés qui représentent le monde rural. Quand ils viennent à l'Assemblée, ils ne sont pas outillés. Devant, par exemple, une loi de finances, ils ne connaissent rien du tout. Ce qu'il faut faire, c'est déjà leur trouver des assistants parlementaires en grand nombre pour les accompagner, mais aussi faire des renforcements de capacités. Je pense que le président de l'Assemblée est dans cette dynamique. Avec la validation des plans d'action, il y aura beaucoup de formations pour avoir de nouveaux types de députés. C'est pour l'efficacité même du vote, pour ne pas avoir des votes mécaniques. Il serait très intéressant qu'un député de la majorité puisse voter contre. Parce que c'est eux qui contrôlent le gouvernement. Mais dans les parlements, dans les grandes démocraties, vous voyez des députés de la majorité qui refusent de voter le projet de loi et qui renvoient. C'est-à-dire, quand j'ai dit le projet de loi est rejeté, c'est-à-dire une majorité qui est contre ce projet de loi-là, parce que qui ne prend pas en compte l'intérêt du peuple. Mais ça, pour le faire, il ne faut pas se risquer. Il faut avoir une très bonne formation, comme l'a dit notre collègue. Donc, le rôle du député, le député, il faut d'abord lui trouver des assistants parlementaires pour l'accompagner dans son rôle, pour qu'il puisse comprendre les lois qu'il doit voter, mais aussi il faut des formations, comme le personnel qui les accompagne, c'est-à-dire des renforcements de capacité. Merci. Voilà. À propos donc de la deuxième question, c'est un peu la relation ou bien le lien entre les 4 communes et le Parlement. Voilà. Quand je lisais certains passages, je vous avais dit qu'il faut dissocier les assemblées électives et les assemblées législatives. Les 4 communes, c'est à partir donc de 1872 avec l'érection Gorée, Saint-Louis, Rufisque et Dakar. Maintenant, le Sénégal suit son chemin. Nous sommes dans un contexte colonial. Les gens se réunissaient pour statuer sur les questions financières de la colonie et également sur les questions territoriales. Parce que n'oublions pas que l'espace colonial du Sénégal est un espace conquis à travers des royaumes. C'est ça. Il y avait le Djolof, il y avait le Kayor, il y avait le Waalo et autres, le Fouta et la Casamance. Maintenant, l'évolution suit son cours jusqu'à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, avec la Première Guerre mondiale. Ils ont dit maintenant que le niveau de conscience des Africains est arrivé à un niveau où il faut leur donner leurs propres représentants. Alors arrive Blaise Diagne, 1914. Maintenant, on a tous, si on se le rappelle avec nos leçons de 6e jusqu'à terminale, on parle de l'éveil progressif des consciences. C'est ça. Donc, on a eu les indigènes d'un côté et les citoyens de l'autre côté. Maintenant, les représentants du Sénégal battaient pour que le code de l'indigénat soit éradiqué. On se le rappelle tous, c'est à travers nos cours d'histoire et de géographie. Qu'est-ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale? La France voulait toujours perpétuer sa domination coloniale. On a vu avec l'Union française pour essayer de maintenir les Africains. Donc c'est à partir de 1959, avec la Fédération du Mali, que l'Assemblée était déjà là. Ma collègue l'a rappelé tout à l'heure. 1954, pose de la première pierre. 56, inauguration avec Albert Sarraut. Mais c'était pour une assemblée associée à la métropole. C'était ça, pour maintenir la domination coloniale. Mais les Africains voulaient y aller parce que cette assemblée était une assemblée de l'AOF. Et que la France, on dit divisé pour mieux régner. On se le rappelle, Senghor luttait contre la Balkanie.
balkanisation. C'est pourquoi cette Assemblée fédérale, on vous l'a montré, c'était de Dahomey, voilà, c'est cette Assemblée législative-là. C'est à partir de ce moment-là qu'on commençait à voter que l'Assemblée devienne l'Assemblée législative sous ce qu'on appelle l'identité d'une république. Voilà, merci. Il pourra vous gratifier jusqu'à demain. Hein? C'est un passionné d'histoire, c'est un chercheur. Mais nous sommes contraints par le temps. On me signale que le bus est là. Donc, on va faire très vite. Les réponses très. Bonjour, je suis Dieynabou Diallo, étudiant en sciences politiques rattaché à l'ENO de Mbour. Je suis en licence 2. Ma question est, par exemple, si un député vient proposer sa projet de loi et que l'Assemblée... On termine, c'est très intéressant, mais on est contraint vraiment. On va donner la parole aux deux autres qui vont faire leurs interventions. Après, on boucle. Je suis désolée. Donc, si le projet de loi il est retourné au gouvernement, il faut prendre en compte les amendements, parce que ce sera un projet de loi amendé. C'est-à-dire, si un projet de loi est voté contre, s'il est retourné au gouvernement, il faut prendre en compte les préoccupations des députés. Donc, ce qui n'était pas dans le projet, donc c'est pour que ça, en fait, ça vérifie la démocratie. C'est-à-dire que le projet est mal libellé, ne prend pas en compte des aspects. Retourner au gouvernement, on va le réécrire avant de le présenter. Parce que si c'est le même projet qui revient, c'est en compte. Et ça, c'est pas bon. Donc, ils vont prendre en compte toutes les préoccupations qui ont amené à voter contre. Et le projet, quand il viendra, il sera tout pour un. Monsieur le fonctionnaire parlementaire, madame les fonctionnaires parlementaires, chers étudiants, bonjour. Je réponds au nom de Khalifa Fall. Je suis étudiant en master de sciences politiques, parcours études internationales à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. J'avais 3 questions, mais la première a été déjà posée et répondue, donc je ne me permettrai pas de la répéter. Je vais passer aux 2 questions. La deuxième question était vu qu'on définit la démocratie comme étant le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Maintenant, je pense que dans vos explications, Mme So, vous avez dit que les projets de loi sont écrits en très bon français. Et l'on note que la population sénégalaise majoritairement parle wolof. Maintenant, vu aussi avec l'évolution aussi de l'éducation française, avec l'introduction des langues nationales dans le cursus scolaire, est-ce qu'on peut assister à une possibilité que ces lois-là puissent écrire en wolof ou bien même qu'on ait des fichiers audio en wolof de ces lois? Et la dernière question, aussi dans vos explications, vous nous avez dit qu'il y a des fonctionnaires qui ne sont pas des députés, qui sont des acteurs de l'Assemblée, et que ces fonctions-là sont ouvertes à tout le monde. Et j'aimerais savoir, pour nous étudiants qui sont intéressés surtout par les stages et les fonctions, comment nous pouvons faire pour intégrer ces fonctions? Merci. Donc, pour les langues, déjà l'Assemblée, je vous l'ai dit, l'Assemblée nationale a fait un grand bond. En 2015, sous l'avènement de M. Moustapha Niasse, avec l'insertion, l'intégration des langues nationales au niveau du Parlement. Les langues qui sont codifiées dans la Constitution, ce sont ces langues qui sont interprétées ici à l'Assemblée nationale, en plus du français, la langue officielle. Maintenant, à l'Assemblée, tout le monde se comprend. Les cabines que vous voyez en haut, c'est des cabines, c'est les bureaux des interprètes. Il y a un service technique derrière qui fait le raccordement sur le plan technique. Il y a des casques. Ces casques-là, c'est pour l'interprétation simultanée. Monsieur est là, il parle poulard. Moi, je ne comprends pas poulard. Je mets mon casque. Parce qu'en plénière, tout est mis en... le service technique fait toutes les diligences. C'est-à-dire, tous les micros sont allumés. Tout est allumé sur le plan technique. Tout le monde se comprend à l'Assemblée. Il parle poulard, l'autre ne comprend pas poulard, il met son casque. Et il y a l'interprète qui va lui donner une leçon en ses rêves,
bien en français, ou bien en wolof. En tout cas, c'est les 6 langues dans la Constitution, en plus de la langue officielle du français. Ça, déjà, oui, les langues codifiées. Ça, c'est déjà un pas. Maintenant, pour les projets de loi, ça, ce sera très difficile d'interpréter ou bien de traduire. Mais pas interpréter, parce qu'il y a une différence entre un interprète, c'est la langue, c'est le parler, et la traduction. C'est-à-dire qu'il faut que les langues, que les projets de loi soient traduits en wolof, ou bien dans les langues nationales. Je pense qu'on va pousser la réflexion. On va parler, on va sensibiliser, on va dire les choses. Et il y a une exclusivité, c'est-à-dire, on est en train de vous montrer, c'est bien. C'est comme ça que ça se passe en réalité dans la salle. Parfois, on montre quelqu'un en plein écran. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est-à-dire, mais il ne faut pas vous focaliser sur ça. Vous êtes des députés. Les députés, quand on les montre, tout le monde est zen. Parce que c'est le fonctionnement interne de la salle. Donc, on ne va pas se mettre à rire. Ça, c'est juste une visite pédagogique. Mais vous pouvez être un jour député. Et ça va aller de... Donc, c'est ça, c'est la digitalisation. Ça, c'est une avancée pour l'Assemblée. Donc, je dis que c'est des réflexions qu'il faut pousser. Il faut pousser pour que tout le monde puisse se comprendre. Parce qu'il y a la langue officielle, mais aussi nos réalités culturelles, c'est-à-dire les langues doivent être prises en charge. D'autant plus qu'on les a codifiées, 6 langues nationales, codifiées au niveau de la Constitution. Pourquoi pas ne pas prendre ces langues codifiées et traduire les projets de loi dans ces langues qui sont déjà codifiées, en attendant d'avoir d'autres langues qui seront codifiées. C'est une très belle proposition et on va soumettre. Déjà, il y aura... Je pense que le président El Malik Ndiaye, le président de l'Assemblée, est en train de réfléchir sur la chaîne parlementaire. Oui. Et dans la chaîne parlementaire, il a donné l'exclusivité l'autre jour à l'école de Boba. Il était descendu, il n'est pas là. Peut-être que s'il était là, vous aurez eu l'occasion qu'il puisse descendre. Il a donné l'exclusivité, il a dit que dans la chaîne parlementaire, il y aura le Parlement des enfants. C'est-à-dire les visites pédagogiques maintenant vont intervenir dans cette chaîne parlementaire et on va prendre les meilleurs pour les inviter dans cette chaîne parlementaire. Et monsieur pourra faire sa proposition au niveau de la chaîne parlementaire. C'est une grande avancée. Donc c'est le dernier orateur. Oui, bon, je suis le président, je pense que le public va me permettre de clôturer. Oui. Voilà. Bon, j'avais une question, mais je ne vais pas la poser. Elle a été déjà répondue par vous-même. Bon, présentation, je suis Ibrahim Diata, le président de l'association des étudiants africains en sciences politiques. Par ailleurs, étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en master de sciences politiques bien sûr, parcours gouvernance locale. Je voulais remercier Mme Sow. On l'a beaucoup fatiguée, elle vient de le rappeler tout à l'heure. Je n'ai pas dit fatiguée. Ça me fait plaisir. Je dois informer les étudiants que je crois que c'est la 3e fois qu'on avait parlé de cette visite. Oui, au début il y avait un décès. Voilà. La 2e fois, c'était le vendredi dernier. Oui. Le vendredi dernier, pardon. Il y a eu le vote de loi sur le cas de Moustapha. Oui, la levée de l'immunité. Très bien, voilà. Donc, et je pense que comme on le dit souvent dans nos albums, Dieu choisit le bon moment. Absolument. Donc, je me disais parfois que si on était venu le vendredi, ou bien la première date, on n'allait pas être nombreux comme ça. Absolument. Donc, on remercie le président de l'Assemblée nationale pour ses gestes et on remercie également tout le personnel de l'Assemblée nationale. Je voulais également profiter de l'occasion pour encourager les étudiants, tous les étudiants en sciences politiques qui sont ici présents, leur dire que cette occasion qui nous a été offerte par l'Assemblée nationale, par le président particulièrement, doit nous servir quelque chose dans l'avenir. On est là pour confronter théorie et pratique. Tout ce qu'on faisait, je pense que vous n'allez pas me contredire, c'était de la théorie pure. Aujourd'hui, on a fait face à la pratique. Tout ce qui a été dit ici, c'est des choses qu'on voyait avec la magie de l'écran, la télévision, le YouTube, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, je pense qu'à travers les différentes présentations, celle de Madame Sow,
et ses collègues nous permettra davantage de comprendre un peu l'institution parlementaire. La Constitution sénégalaise, l'article 6, a cité les institutions de notre République. Et la deuxième institution de notre République, c'est l'Assemblée nationale. Donc on a bien fait d'être là. On vous remercie pour ça. Et encore une fois, je remercie aussi tous les présidents, les coordinateurs qui ont mobilisé leurs étudiants pour venir prendre part à cette visite. Et on se dit à très bientôt, puisque je rappelle qu'on a une autre activité ce soir. Il y aura une conférence qui sera suivie dans nos cours. Merci beaucoup, madame. Merci et merci, Andiara. C'est comme ça qu'on dit. Andiara. Merci. Donc, ce n'est que le début d'une collaboration, comme on l'a dit. Hein? Ce n'est que le début. Donc, avec la chaîne parlementaire, peut-être que vous viendrez pour d'autres occasions aussi. Hein? Pourquoi pas avec d'autres étudiants. Hein? La porte vous est ouverte. Le cercle législatif est ouvert. Mon téléphone est ouvert. Je ne suis pas fatiguée, mais il m'a pris. Ils m'ont beaucoup fatigué. Mais c'est un plaisir. Il était très persistant, Julie. Hein? Même après Ndogo, il m'envoie des messages. Je me suis dit, c'est une visite qui me tient à cœur. Et heureusement, comme je suis tout près de mon téléphone, même mon mari, il me dit, à la maison, pourquoi tu... Je dis, parce qu'il y a des visites pédagogiques. Ils me font des retours. Mes collègues trouvent en l'incertitude. On m'appelle tout le temps. Donc, même après Ndogo, dès qu'ils m'envoient, je suis là. Parce que je suis tout près de mon téléphone. Et ça donnait ça. Bravo pour la persistance. Bravo pour votre engagement. Bravo pour votre intérêt. Une visite n'a jamais duré aussi longtemps. Vous nous avez mobilisés pendant des heures et des heures et des heures. Mais aussi, ça nous permet aussi de réviser l'historique de l'Assemblée nationale. Hein, c'est donnant-donnant. Ça nous permet de réviser l'historique de l'Assemblée nationale, le fonctionnement, de faire le tour de toutes les questions. Donc, on vous remercie. Moi et mon équipe, M. Pierre Diop, Mme Fatou Kinediaï, Mme Sam, on vous remercie pour l'intérêt. On vous remercie pour la discipline. On vous remercie pour votre engagement. Donc, on vous souhaite un très bon parcours. L'autre me disait, comment faire pour intégrer les fonctions de l'administration parlementaire? Il suffit juste d'avoir le CV. C'est sur la base d'un CV. C'est comme dans tous les autres dépôts. Vous tentez vos chances. Moi, quand je venais ici, je ne connaissais personne. Je suis venue ici, j'ai déposé. Donc, par rapport aux besoins qui étaient là, c'est une chose. Ils avaient besoin d'une rédactrice. J'ai commencé par rédactrice. Ils avaient besoin d'une rédactrice, c'est-à-dire qu'il y a un travail juridictionnel qui doit être fait. J'avais le profil, donc il faut que le CV réponde au poste. Parce que parfois, c'est des besoins. C'est des besoins. Vous déposez, ils ont besoin de tel profil. Vous avez déposé. La chance a fait que moi, ce jour-là, c'est moi qui avais le profil avec une autre collègue. On a été recrutés le même jour. Donc, parfois, il y a un peu la chance aussi. Donc, il y a gravir tous les échelons. Gravir tous les échelons. Donc, vous avez vraiment un bon parcours académique, de très bons profils, et vraiment beaucoup de chance dans la vie, parce que chance de c'est là. En tout cas, je vous souhaite un excellent retour, comme l'a dit monsieur, et à très vite pour la restitution. Il faut me faire le retour de la conférence, vous avez mon numéro, et aussi, peut-être vous allez faire des thématiques par rapport à la visite. Ce serait intéressant de faire un retour pour l'Assemblée nationale. En tout cas, bon retour. Merci beaucoup.